Bonjour. Première partie. Sigmund Freud, métapsychologie. Métapsychologie, mot inventé par Freud, où la psychologie est promise à un dépassement. Par-delà la psychologie de la conscience, l'inconscient, le noyau de l'inconscient. Processus qui adviennent sans conscience. Les processus psychiques inconscients soustraits à l'observation et à l'expérimentation ne peuvent être qu'inférés. Décrire ou figurer le processus du refoulement. Conversion, clivage, fausse connexion, rejeton de souvenirs. Tous ces termes forment l'appareil conceptuel de la psychanalyse. Métaphore centrale associée à l'inconscient, celle des profondeurs. Abîme de l'inconscient, la psychologie des profondeurs. Le langage de la métapsychologie est d'abord un langage d'images. En 1896, il s'agit de donner à voir des processus invisibles en renonçant à la science. En 1919, le langage d'image revendiquera son statut scientifique. L'inconscient est assimilé à la chose en soi de Emmanuel Kant. L'inconscient est un objet en soi inconnaissable, objet interne, inconscient psychique réel, hypothèse psychanalytique de l'activité d'âme inconsciente, prolongation lointaine de l'animisme primitif. L'animisme est une croyance aux âmes. La métapsychologie trouve son objet véritable, le souhait inconscient. La pulsion, concept fondamental de la psychanalyse. La pulsion agit toujours comme une force constante. Elle attaque de l'intérieur du corps, stimulus pulsionnel en tant que besoin. Ce qui supprime ce besoin, c'est la satisfaction. La source du stimulus est à l'extérieur, elle est à l'intérieur de l'organisme, en tant que force constante intérieure. Nous en déduisons son irréductibilité par des actions de fuite. Les stimuli n'imposent que la seule tâche de se soustraire à eux. Les pulsions sont les véritables moteurs qui ont porté le système nerveux au degré de développement actuel. La sensation de déplaisir a à faire avec un accroissement du stimulus. La sensation de plaisir avec un abaissement de celui-ci. Par poussée d'une pulsion, on entend le facteur moteur, la somme de force. Le but d'une pulsion est toujours la satisfaction qui est atteinte par la suppression de l'état des stimuli. Par conséquent, l'expérience nous parle de pulsion inhibée. Quant au but, l'objet de la pulsion est celui-là même par lequel la pulsion peut atteindre son but. Il n'est pas nécessairement un objet étranger, mais il est tout aussi bien une partie du corps propre. Il peut en être changé dans les cours des destinées de la pulsion. C'est le cas, selon Alfred Adler, de l'entrecroisement des pulsions. Liaison intime de la pulsion à l'objet, mise en relief comme fixation de celle-ci. L'étude de la vie pulsionnelle à partir de la conscience offre des difficultés. L'exploration psychanalytique demeure la source principale de notre connaissance. Les pulsions sexuelles sont nombreuses. L'observation nous fait connaître le renversement dans le contraire, le retournement sur la personne propre, le refoulement et la sublimation. Le retournement d'une pulsion de l'activité vers la passivité et le renversement quant au contenu. Le renversement ne concerne que les buts de la pulsion. À la place du but actif, tourmenté, regardé, est installé le but passif, être tourmenté, être regardé. Quant au contenu de l'aimer, il devient haïr. Le retournement sur la personne est un sadisme retourné sur le moi propre. Le sadisme consiste en activité de violence, exercice de la puissance contre une autre personne en tant qu'objet.
Cet objet est abandonné et remplacé par la personne propre. La manie de tourmenter devient auto-tourment. La transformation de la pulsion ne s'opère jamais sur le montant total de la motion pulsionnelle. La direction pulsionnelle active, la plus ancienne, subsiste à côté de la plus jeune, passive. On peut décomposer la vie de toute pulsion en vagues isolées, comme des éruptions de lave successives. L'éruption pulsionnaire première poursuit son cours. Nous appelons narcissisme la phase précoce de développement du moi, pendant laquelle les pulsions sexuelles se satisfont auto-érotiquement. Le rôle de la source d'organes est prépondérant dans les pulsions auto-érotiques selon Federn et Jacobs. Forme et fonction de l'organe décident de l'activité et de la passivité du but pulsionnel. La transformation d'une pulsion en son contraire s'observe lors de la transposition d'amour en haine. Le moi, dans la mesure où il est auto-érotique, n'a pas besoin du monde extérieur, mais il reçoit des objets en provenance de lui. L'objet se révèle source de plaisir, il est aimé et incorporé au moi. Inversement, quand l'objet est source de déplaisir, une tendance s'efforce d'accroître la distance. Une première phase de refoulement consiste en ceci, que la prise en charge dans le conscient est refusée à la représentance psychique de la pulsion. Celui-ci s'accompagne d'une fixation. Le refoulement proprement dit concerne des rejetons psychiques de la représentation refoulée. La suppression du refoulement n'est que transitoire, il est aussitôt réinstauré. Le refoulement n'est rien d'autre que l'évitement du déplaisir. Le refoulement crée une formation de substitut et laisse derrière lui des symptômes. La formation de substitut s'instaure par la voie du déplacement. La part quantitative n'a pas disparu, mais s'est transposée en angoisse. Le résultat est une angoisse devant le loup à la place d'une revendication d'amour à l'égard du Père. L'œuvre du refoulement consiste seulement en l'élimination et le remplacement de la représentation. On en arrive à la formation d'une tentative de fuite. L'affect disparu revient en se transformant en angoisse sociale, angoisse de conscience, reproche sans merci. Le refoulement de la névrose débouche sur une lutte sans succès et sans achèvement possible. L'essence du process du refoulement ne consiste pas à supprimer, à anéantir une représentation représentant la pulsion, mais à la tenir à l'écart du devenir conscient. La conscience ne comprend à chaque moment qu'un contenu minime, la plus grande partie étant en état de latence, dans un état d'inconscialité psychique. Nous apprenons par l'investigation analytique qu'une partie des processus latents possède des particularités qui nous semblent étrangères, incroyables même, et vont à l'encontre des propriétés de la conscience connue de nous. Les cas connus de double conscience, clivage, ne prouvent rien contre notre conception. Kant nous a avertis de ne pas négliger la conditionnalité subjective de notre perception. L'inconscient comprend des actes latents temporairement inconscients, mais qui ne se différencient en rien des actes conscients et des processus refoulés, que s'ils devenaient conscients, ne pourraient que trancher de la façon la plus criante sur le reste des processus conscients. Un acte psychique passe par deux phases entre lesquelles est intercalée une sorte d'examen, censure. Dans la première phase, il est inconscient. Si lors de l'examen il est écarté par la censure, le passage à la seconde phase lui est refusé. Il est dit alors refoulé et doit nécessairement rester inconscient. S'il soutient l'examen, il entre dans la seconde phase et appartient désormais au second système. Il n'est pas encore conscient,
mais bien plutôt capable de conscience, Joseph Breuer. C'est-à-dire qu'il peut maintenant devenir objet de conscience. Quand on communique à un patient une représentation jadis refoulée par lui et que l'on a devinée, cela ne change d'abord rien à son état psychique. Cela ne supprime pas le refoulement. Au contraire, on obtiendra une récusation renouvelée de la représentation refoulée. Une suppression du refoulement n'intervient plus avant que la représentation consciente, une fois surmontée les résistances, ne soit entrée en liaison avec la trace mnésique inconsciente. C'est seulement en rendant consciente cette dernière elle-même que le succès est atteint. Le refoulement peut réussir à inhiber la transposition de la motion pulsionnelle en manifestation d'affect. La déliaison d'affect et d'action nous rend intelligible le rôle qui échoua dans la configuration de la maladie. La représentation refoulée reste capable d'action. Elle a donc conservé son investissement, hypothèse d'un contre-investissement par lequel le système se protège contre la poussée de la représentation inconsciente. L'angoisse survient sans que soit perçu devant quoi. L'investissement libidinal, inconscient de la représentation repoussée, a été éconduit sous forme d'angoisse. L'investissement en fuite se tourne vers une représentation de substitut en corrélation associative avec la représentation écartée. La représentation de substitut joue pour le système le rôle d'un contre-investissement en l'assurant contre l'émergence de la représentation refoulée. Point de départ de la déliaison de l'affect d'angoisse impossible à inhiber. Fin de la première partie.